Bon, allez, normalement, ça va être le dernier cours, non pas de l'année, enfin c'est le dernier cours de l'année, mais pas de l'année académique, mais c'est surtout le dernier cours sur le sujet où on a un champ de vecteurs semi-monotone. Je suis obligé de toujours un peu rappeler les notations. Donc jusqu'à présent, et là j'ai plus rien à dire, je vais juste faire récapituler. On a regardé cette équation-là. Donc à la place de égal à 0, ça pourrait être un second membre avec essentiellement les mêmes propriétés. Alors B peut dépendre du temps, hein, ça c'est identique. Je n'en dis pas plus avec un C0 qui à ce moment-là dépend de T et qui est dans L1, ça je ne le rappelle pas. Alors donc on a vu que en définissant f de x et de t, qui est f0 de grand X de x et de t fois j de x et de t. Donc, ouf, on a x point plus b de x. Hein, désolé tous ces rappels, mais j'ai besoin de rappeler les notations pour tout le cours qui va suivre. X point plus bx, donc c'est un flot unique qui est lipschitsien, pas bilipschitsien, mais lipschitsien. X est Lipschitz. Et j de x et de t est le déterminant de ceci. Donc j est positif, hein, résout les quadifs. Alors donc ça, je vais un peu l'écrire. Hein. J point plus divergence de B, formellement. Divergence de B en grand X de petit x et de t, hein, c'est pas en petit x, fois j égale à 0. Ça, c'est l'équation, l'observation de Liouville, hein, fondamentalement. Et en tout cas, ce que ça entraîne, c'est que j est positif et majoré par e puissance c0t. Alors, ce n'est pas exactement le même C0, il y a D, la dimension, qui est entre les deux, mais je note C0 toutes constantes qui ne dépendent de pas grand-chose, de rien. Alors, donc, ceci définit un flot, par exemple un semi-groupe, mais quand ça dépend de T, ce n'est pas un semi-groupe, un flot dans C de 0T à valeur dans LP, donc F quand T égale à 0 égale F0 qui appartient à LP, et P est compris entre 1 et l'infini. Ça c'est pour P public l'infini, et si P est égal à l'infini, évidemment on a quelque chose qui est dans l'infini en X et T. Définit un flot dans C de 0T de LP qui est l'unique limite dans CT de LP faible. L'unique limite, hein, c'est une question ouverte, l'unique limite des régularisations hein, donc Bn qui tend vers B, ou de régularisation elliptique. Ok, donc ça, on a tout vu ça la semaine dernière. Enfin, on a achevé de voir ça la semaine dernière. Bien sûr, et ça ne pose aucun problème, c'est une solution de l'équation dans D'. Ça, c'est clairement vrai au niveau des Bn, et on passe à la limite. Hein, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, donc je vais le dire maintenant. Divergence Bn Fn
égale à 0. On a toutes les bornes dans L infini que vous voulez. Les Fn convergent faiblement. Ça converge faiblement vers F, mais Bn converge fortement vers B. Et donc, on peut passer à la limite là-dedans, même lorsqu'on travaille dans le cas L1. Ça ne pose pas de problème. Bien. Donc, c'est une solution au sens de distribution. Et c'est un flot continu, dans le sens où la solution f de t est majorée par un e puissance ct, c0t, ceci dans LP fois la condition initiale, semi-groupe linéaire. Voilà, donc ça c'est l'essentiel de ce que l'on a fait jusqu'à présent, et donc sur ces problèmes semi-monotones compatibles avec LP, donc avec ces signes-là. Et on va passer maintenant donc à l'équation duale. L'équation duale qui est du sur dt. J'ai l'impression d'oublier quelque chose dans les faits, mais je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vraiment dire. Oui, il y avait la question, je l'ai déjà dit, la question de la compacité, la question des caractérisations de cette solution. Donc, c'est le bon objet, puisque c'est celui qui attire toutes les régularisations. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier dans les solutions au sens des distributions? Ça, je ne le sais pas. Alors, donc l'équation duale, c'est celle-ci, moins b gradient u égale à 0, avec u non en t égale à 0, qui est égal à u0, qui est dans LP, toujours pareil, avec p compris entre 1 et l'infini. Alors, on va obtenir on sait qu'il y a des estimations LP, hein, ça c'est le bon signe, hein, c'est le signe de la divergence. Je le répète très rapidement. Vous voyez que... Ah oui, si... Et si f est solution, ça entraîne que valeur absolue de f est solution. C'est clair au niveau de la formule. Donc ici, là, évidemment, formellement, la règle de dérivation des fonctions composées vous dit que vous avez le droit de prendre n'importe quelle fonction de u et cela va rester une solution. Et donc, si on intègre ceci, on récupère que d sur dt de l'intégrale de up plus divergence b up est égal à 0. Divergence b est supérieure à moins c0, et donc on a bien une estimation sur la norme LP de u. Bien. Évidemment, on s'attend à avoir la propriété forte de dualité entre deux instants, qui consiste à dire que l'intégrale formellement de u de t fois f0 est égale à l'intégrale de u de s fois de f de t moins s. Alors ça, cette définition, bien entendu, présuppose que l'on a l'homogénéité en temps, c'est-à-dire que le b ne dépend pas de t. Sinon, ici, il faudrait se servir de deux lettres, hein, dire que c'est un f de s et de t, pour dire que l'on démarre en f0 à l'instant s et qu'on résout l'équation précédente jusqu'en t. Donc ça, c'est la résolution de 1, solution de 1. Alors, la notion de solution que je vais prendre, ce sera de dire c'est une solution par dualité, comme ceci, et pour pouvoir parler de la valeur à un instant t, il faut un minimum de continuité en temps, et en fait, je vais dire continu en temps à valeur dans LP si P est fini, et puis si P est égal à l'infini, c'est CT à valeur dans LQ, quel que soit Q, intersecté avec L infini x temps, comme d'habitude. Après, je vais lister d'autres propriétés, mais ça, c'est une définition d'une solution. Je ne prétends pas qu'il y a existence pour l'instant.
Je parle juste d'une définition. Bien entendu, lorsqu'on écrit ceci, ceci entraîne trivialement l'unicité d'une telle solution, puisque si vous en avez deux, vous prenez S égale à 0 et un temps quelconque, vous voyez que, enfin, comme c'est une équation linéaire et que c'est une définition linéaire, il suffit de, pardon, il suffit de vérifier que si F0 vaut 0, à ce moment-là, si U0 vaut 0, oui, c'est ça. Donc si vous faites ça, vous avez l'intégrale de U0 f de t. Bah, si U0 vaut 0, ça vaut 0. Donc l'intégrale de U de t fois F0 est égale à 0. Et c'est vrai pour tous les F0 dans ce que vous voulez. Alors ici, évidemment, les F que l'on prend, c'est par exemple un F qui soit solution de 1 et qui soit continu en temps à valeur dans LP', avec toujours le même souci, si P petit p est égal à 1, P' est égal à plus infini, et auquel cas on parle de solution L infini. Il suffirait de mettre des solutions régulières par densité, ce n'est pas un souci, on a des flots qui sont continus dans LP, donc ça c'est vraiment pas le problème. Donc l'unicité, il n'y a rien à dire, comme pour le problème direct. Là, autant sur le problème direct, c'est-à-dire l'équation conservative, le 1, il y avait une difficulté pour définir, il n'y avait pas de difficulté pour parler de solutions sans distribution, mais c'était un bazar pas unique. Il y avait plein de solutions, parce que c'était sous forme divergence, B est dans l'infini, F est dans L1, donc c'est bon. En revanche, l'équation duale, elle pose un vrai problème comment dire, de justification, d'écriture. Donc, avec le signe plus, on s'est servi des solutions de viscosité, mais ça, c'était des convergences, le cadre plutôt classique. Là, bah, j'ai à définir cet objet. On est dans des cadres plutôt distributionnels, donc on parle de divergence BU. C'est tentant d'introduire moins divergence de BU, ce qui a parfaitement un sens, hein, c'est comme précédemment. Et en revanche, vous avez une divergence de B fois U, et celui-là, ça n'a aucun sens, parce que divergence de B est en général une mesure qui n'est pas absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc il y a une vraie difficulté pour parler de solution de ceci. Je préfère avoir ces formulations fortes à deux temps pour éviter de faire jouer à zéro un rôle particulier. Et le passage de l'un à l'autre peut être un peu délicat, donc c'est souvent équivalent, mais gardons ça en tête, ça c'est un détail. Alors, je voudrais maintenant commencer, donc première étape, en relisant une très belle estimation BV qui est due à Bouchut, James et Mancini. Donc là, on va faire une estimation formelle qui va bien sûr être vraie à niveau de régularisation, et puis après, on justifiera tout, ça montrera l'existence, la continuité en temps à valeur non LP, etc., etc. N'oublions pas que tout ce que je fais, et ça c'était complètement... en fait, on pensait qu'il y avait des vraies difficultés, tout ce que je fais, je veux l'étendre à des situations où il y a des opérateurs du second ordre, éventuellement dégénérés, parce que s'ils sont uniformément elliptiques, les drifts, on s'en fout, les B, on s'en fout. Donc éventuellement dégénérés, éventuellement à coefficient non constant, et là, il va falloir un peu travailler. On va revenir là-dessus. On l'a déjà fait pour le point 1.
Je pensais longtemps en fait que comme il y avait un point de vue un peu rétrograde, ça poserait un problème. Et puis l'astuce de vraiment prendre le flow et pas comme dans Boussut-James et Mancini des flots de transport permet d'étendre ça au cas stochastique. Alors, cette estimation BV, on va la faire formellement, comme je le disais. Et donc, je vais noter UK du sur dxk. Et puis, B, ça sera donc BI, ça sera la ième composante du champ de vecteur B. Donc, si je dérive l'équation en U par rapport à xk, j'ai bien entendu moins BIK, BJK, DJ, U, ce que je viens de dire que j'appelais ça UJ, moins BJ, U, KJ. Dérivation d'équation. OK. Bon, alors maintenant, je regarde d sur dt de gradient U. Qu'est-ce? Ce n'est rien d'autre que UK divisé par gradient U, duk sur dt. OK? Et donc, cela fait, c'est égal, je vais passer tout au nombre de droite et je multiplie par UK sur UK, ça me donne BJK, UJ, UK, ce qui n'est d'autre que la forme quadratique appliquée au gradient de U de la dérivée de B, divisée par gradient de U. Ça, c'est le premier terme. Et quant au deuxième terme, vous reconnaissez, évidemment, vous multipliez par UK sur gradient U, et vous reconnaissez BJ de D sur dxj de gradient U. Normal. Calcul plus que classique. OK. On cherche à estimer la norme BV classique, donc l'intégrale de la valeur absolue du gradient de U. Que va-t-on récupérer? On va récupérer ici BJK, UJUK divisé par gradient U, moins divergence de B fois gradient U. Alors, pensez B monotone, le cadre semi-monotone, il suffit de rajouter des constantes des deux côtés à B, et, enfin, dérivée de B, une matrice identité, et on s'en tirera très bien comme ça. Donc, pensez B monotone. B monotone, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la matrice BJK est une matrice positive ou nulle. D'accord? Et vous prenez sa forme quadratique associée dans une direction particulière. Tandis que divergence de B, c'est la somme de ces formes quadratiques sur toutes les directions d'une base. Chacun des termes est positif ou nul, puisque B est monotone. Ça veut dire que DB est positif. Ben ça entraîne bien entendu que DB xi est majoré par divergence de B fois xi2. Pourquoi? Vous prenez xi comme étant un premier vecteur d'une base, vous complétez et vous avez bien évidemment que dans la divergence, vous avez ce terme-là, plus des termes positifs. Et donc cela veut dire que tout ce bazar-là, lorsque vous êtes en dimension, lorsque B est monotone, ben c'est négatif ou nul. Donc si B est monotone, la variation bornée de U diminue. Bon, alors ça, c'est pas une surprise, mais on peut s'en convaincre autrement, grâce au flow, mais point trop n'en faut.
l'estimation est très jolie. Alors, ce cas semi-monotone, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de dire que ici, je rajoute plus C0 delta IJ. Je vais mettre une autre couleur, sinon on va rien y voir. Et ici, je vais rajouter à divergence de B, je vais lui rajouter plus D fois, si D est la dimension, C0. Donc évidemment, il faut retrancher ce que j'ai rajouté. Cette partie-là, je peux l'oublier parce que je dois retrancher quelque chose de négatif, donc ça reste négatif. Maintenant, grâce à la semi-monotonie, donc tout ceci est négatif. Il faut donc que je retranche, allez, je vais l'écrire, il faut que je retranche moins C0 divergence. Ce truc-là, qu'est-ce que ça fait? Delta IJ BKJ, d'ailleurs, donc c'est delta KJ. Ça, évidemment, ce que ça fait la divergence. Donc en fait, ce que vous devez rajouter ici, c'est plus D-1, l'intégrale de divergence B. Non, il n'y a pas de divergence B, qu'est-ce que je raconte? D-1, C0, fois l'intégrale de gradient U. C'est ce que j'ai retranché et ajouté. Le premier terme est négatif, c'est ce que l'on vient de voir. Et donc la morale, c'est que j'obtiens une bonne inégalité de Gromval du style D sur dt de gradient U est inférieur à C0 gradient U. Bon. Donc là, on a une estimation BV formelle qui est simple, mais encore fallait-il y penser. OK. Je peux l'effacer. Hein. Le cas monotone suffit. Après, vous rajoutez ce qu'il faut. Pour vous y ramener, d'ailleurs, j'ai expliqué comment, la semaine dernière, comment les changements de variables faisaient que le cadre semi-monotone pouvait être regardé comme un cadre monotone. Ça paraît plus général, mais en fait, c'est la même chose modulo des changements de variables. Bon, alors, néanmoins, puisque je vais rester sur l'estimation BV, autant faire la partie un peu délicate, c'est quid de l'extension au cadre du second ordre, moins AB gradient U, moins AIJ DIJ. Et comme on travaille dans des cadres LP, je vais faire simple, je vais supposer que sigma est non seulement lipschitien, mais régulier. Alors, on a envie de retenter la même démonstration. Eh bien, je ne sais pas la faire marcher lorsqu'il y a un AIJ. Il y a des termes dans tous les sens, hein, parce qu'on a des AIJK, il faut intégrer par partie, etc. Pardonnez-moi. Bon, alors, donc j'étais en train de dire, oui, j'ai commencé à faire la démonstration. C'est possible que peut-être on y arrive avec le AIJ, hein, en reprenant exactement la même démonstration. J'ai failli m'endormir après une demi-heure de manipulation d'indices dans tous les sens, etc. Bon. Et c'est d'autant plus frustrant qu'il y a une démonstration lorsque B égale à 0, puisque vous pouvez vous poser la question pour B égale à 0. Il y a une démonstration en quelques lignes qui est possible, mais elle ne marche pas lorsqu'il y a un B. Je vais vous l'expliquer. Alors ça, c'est toujours cette astuce que j'aime beaucoup de Krylov. Donc, je suis bien en train de dire, on a B égale à 0. Je vais introduire W de X et de Xi
En fait, vous voyez pourquoi Krylov est arrivé à cette idée. Hein. Vous voyez, quand vous avez vu la manière dont je manipule les formules stochastiques, on l'a vu pour l'extension stochastique, de faire apparaître des variables supplémentaires. Bon, tout ça, je l'ai expliqué dans des articles. En fait, c'est dans les articles sur Malyavin et Monte Carlo où je montrais bien comment ces trucs-là s'organisent et le rapport analyse-proba qu'il y a derrière. Quoi qu'il en soit, cette idée consiste à dire je dérive l'équation duk sur dt moins aijk uij moins aij ukij. Je multiplie par xk et j'obtiens dw sur dt. Ça, c'est la partie simple. Ce sont des dérivés en x. Donc, c'est w ij. Et celui-là, c'est un moins aijk, xk, fois uij. Et uij, comment je vais l'écrire? Je vais dire que c'est duij, c'est d sur dxi de uj. Et uj, vous pouvez le lire comme étant dw sur dxij. Donc, comme aij est symétrique, le choix de i ou de j n'a rigoureusement aucune importance. Et donc, c'est une dérivée seconde, dw sur d xi, xij. Non, d xi, d xij. Voilà, donc ça, c'est une astuce de Krylov revisitée au premier ordre, hein, parce qu'il y a des astuces à tous les ordres, comme ça. Et là, on va lire l'estimation BV néanmoins en faisant quelque chose auparavant. Pour glisser une valeur absolue lorsqu'on a une équation du second ordre. Dans le cas du premier ordre, si on a une solution, la valeur absolue de la solution est valeur absolue de la solution. Pour avoir une estimation BV, il va falloir que je mette des valeurs absolues. Pour glisser une valeur absolue et dire ça ne va pas rester une solution parce qu'il est dérivé seconde, mais ça devient une sous-solution si on a un opérateur elliptique dégénéré. Donc, pour ce faire, il faut que j'ai un opérateur elliptique, mais ça ne l'est pas. Hein, il ne serait-ce que ici, vous avez un truc linéaire en xi. Mais W est linéaire en xi. Donc, rien ne vous empêche de mettre une constante, une grande constante fois A, fois xi2, et de mettre ici le Laplacien en xi de W. Vous complétez. Évidemment, pour A suffisamment grand, par Cauchy-Schwarz, vous avez un opérateur qui n'est jamais uniformément elliptique, mais qui est elliptique. Pour A grand, A positif grand. Vous n'avez rien changé à l'équation parce que W est linéaire en xi, donc la dérivée seconde vaut 0. Mais ça change tout parce que là, maintenant, vous avez le droit de glisser une valeur absolue. Et vous avez à ce moment-là inférieur ou égal à 0. Là, le Laplacien en xi sur la valeur absolue, il agit, hein, parce que c'est plus affine en xi. Bon. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une fonction cutoff phi positive qui tend vite à l'infini. Disons, on va mettre 1 sur xi à la puissance m, où m est plus grand que la dimension, que ce soit intégrable. Parce qu'il va falloir que je majore des intégrales en x xi. Donc maintenant, je multiplie l'équation par phi et j'intègre. Donc l'astuce de Krylov, je localise un peu en xi avec la fonction phi et j'intègre. Je récupère que d sur dt
de l'intégrale de W phi de xi. Bon. Les dérivées en x, j'ai oublié de mettre une valeur absolue ici. Lorsque j'intègre par partie, ça me fait égal à l'intégrale de dij à ij w phi. Bon. Simplement fait l'intégration par partie. J'ai celui-là, j'ai celui-là. Quand je fais une intégration par partie sur ça, je vais avoir plein de termes, hélas. Allez, je vais les écrire comme ça. D, avec ici un signe plus, D2 sur dxi dxij, de aijk xk, phi. Puis on va les majorer à vue. Hein. Oui. Et enfin, ce terme-là, qui est un plus A, oui, c'est ça, l'intégrale, un laplacien de xi de phi fois W. Et je prétends que tout ceci se majeure par une certaine constante, l'intégrale de phi W. Alors, on va regarder. J'ai dit que les A étaient réguliers, sigma régulier ou les A réguliers. Donc ça, c'est majoré par une constante. Phi étant strictement positif, quand on veut comparer des fonctions de xi, il suffit, si on veut le majorer par c fois phi, il suffit de regarder à l'infini. Alors, si la dérivée en xi tape sur celui-là, ça me fait du phi. La dérivée en x est neutre. La dérivée en x, on peut tout de suite la mettre là. Hein. Donc je devrais mettre ici un AKI et ça sera plus clair. AIJ dérivé par rapport à xk et par rapport à xi. C'est le seul terme qui dépend de x. Bon, alors donc celui-ci, il est borné. Le dxij de xi soit ça fait du phi, parce que je dérive xk par rapport à xj, soit ça fait du xi gradient phi. Mais du xi gradient phi à l'infini, vous voyez que ça se comporte comme du phi. Ça fait 1 sur xi à la puissance m plus 1 multiplié par xi. Donc c fois phi w. Même chose ici, vous remontez à xm-2, vous divisez et vous dérivez deux fois, donc vous retombez sur du phi, sur du xi puissance m. Donc le seul truc, il ne faut pas que m soit égal à 2. Il ne faut pas que m soit égal à 2, parce que s'il est égal à 2, quand on multiplie par xi2, vous avez un truc qui est constant à l'infini, et ça, c'est pas très bon. Oui, en fait, même si c'est bon, parce que ça fait 0, quoi. Donc on s'en fout. Allez, ça, de toute façon, vous avez le choix sur m. OK, donc ceci, voilà Donc, l'astuce de Krylov, une minuscule localisation, et la borne est transparente. Il y a des indices, mais il n'y a aucun travail difficile à faire sur les indices. Donc extrêmement puissant pour avoir une borne BV, parce que ça entraîne la norme BV. C'est une intégrale, j'aurais dû dire ici, dx, dxi, ça aurait été plus clair. Donc ça contrôle la norme BV. Et donc vous en déduisez qu'au moins lorsque B est égal à 0, donc si B est égal à 0, vous en déduisez que la norme BV se majeure par un e puissance ct, la norme BV de U0. Par cette technique transparente. Si A est égal à 0, comme je vous l'ai expliqué précédemment, on obtient la même inégalité. Eh bien, sur un problème régularisé, ça entraîne que pour la somme des deux, on a la même inégalité. C'est la convergence, c'est la formule de Trotter.
entraîne formellement via Trotter donc c'est parce que vous avez des bornes exponentielles que vous pouvez vous servir de Trotter, puisque si vous résolvez sur t sur n, vous allez avoir, vous résolvez d'abord avec le a, vous avez un e puissance ct sur n à l'instant t sur n, un e puissance 2 ct sur n si vous résolvez maintenant avec le b. Donc la moralité, c'est que sur une itération de la formule de Trotter, vous avez une croissance en e puissance 2 ct sur n. En n itérations, c'est-à-dire à l'instant t, ce qui est une approximation de la solution à l'instant t, vous avez e puissance 2 ct comme majoration. Donc t sur n. Et on a e puissance, si vous accumulez les bornes par itération, vous avez ceci. Et donc e puissance 2 ct et la majoration est bornée. Donc ça c'est OK sur un problème régularisé. Régularisé en B. Hein. Bon, alors vous pourriez me dire, mais c'est bizarre comme démonstration. Oui, c'est bizarre. Je vous l'accorde. Est-ce que l'astuce de Krylov marche pour ça? Parce que ça résoudrait, on n'aurait pas se servir de Trotter. Eh bien, là non plus, je ne sais pas le faire marcher. C'est-à-dire qu'on perd un tout petit peu et ça suffit. Ça suffit à poser un problème. Ce n'est pas inintéressant du point de vue, pour comprendre les mécanismes en jeu, ce n'est pas inintéressant de tenter la démonstration. On a l'estimation, c'est ça qui compte, mais quid d'avoir une démonstration un peu plus élégante. Bon, je le répète, il n'est pas du tout impossible que la démonstration technique, hein, avec tous les coefficients, le problème, c'est que quand on commence à dériver deux fois la norme du gradient de U à cause de la norme, en dimension 1, ça marche sans aucun problème. Hein. Donc c'est trompeur. Parce que la géométrie des indices est beaucoup plus compliquée. En dimension 1, tout est beaucoup plus simple. En dimension supérieure, c'est probablement faisable. Parce que si c'est vrai, on doit bien pouvoir arriver à le... C'est vrai, donc on doit bien pouvoir arriver à l'obtenir comme ça, mais ce n'est pas évident. Il y a vraiment un terme... la norme euclidienne en dimension supérieure ou égale à 2 n'est pas uniformément convexe, bien entendu. Hein, et ça crée, lorsque vous prenez des dérivées secondes, ça crée un défaut de positivité qui est très gênant. Donc il y a vraiment un truc un peu embêtant avec les dérivées secondes. Quoi qu'il en soit, c'est vrai, et c'est probablement, il n'y a jamais qu'une seule démonstration, hein, donc ça c'est vraiment pas le souci. Alors, ouais, donc une remarque. Voilà une démonstration qui est faite pour les estimations de W. Une remarque, c'est quid de faire une démonstration BV avec la suisse de Krylov. Donc, je vais un peu plus rapidement. dW sur dt moins b gradient W avec les mêmes notations que précédemment. Ce qu'il va y avoir, c'est moins xk. Et puis, je vais avoir ici un bj. Je dérive par rapport à UK, BJK, ouais, et DJU. Et donc ça, toujours pareil, le UJ, je lis que c'est D sur dxij de W. En fait, ce que vous avez, c'est le problème naturel de transport associé
au couple EDO et l'équation linéarisée. C'est exactement le flot qui correspond à la linéarisation. Ça n'a rien de miraculeux, c'était normal de faire ça. Et dans le cas stochastique, c'est un peu plus compliqué, mais c'est la même chose. C'est le flot linéarisé. Alors, donc même chose, on aura envie d'intégrer en xi et en x. Là, au moins formellement, glisser la valeur absolue ne pose aucun problème, donc il n'y a rien à rajouter. Donc ça semble très bien parti. D sur dt de w phi, je ne peux pas intégrer en x, en xi complètement. Si j'intégrais en xi complètement, ce serait fini. Parce que j'aurais la divergence moins donc si j'intégrais en xi, j'aurais ça delta jk, ça ferait, ça me paraît bizarre, ça ferait exactement 0. Oui. Mais j'ai pas le droit, de toute façon, c'est pas la peine que je me, c'est pas la peine que je me torture. Ça, j'ai pas le droit de le faire, puisque w de x et de xi est linéaire en xi. Donc je suis obligé de multiplier, si je veux intégrer en x et xi, de multiplier par une fonction qui localise. Donc je récupère le très bon terme qui est la divergence b, hein, fois phi fois w, directement, et ce que je récupère ici, c'est moins bjk, dxij, d sur dxij, de xk fois phi, fois w. Bon. Je suis perplexe parce que j'ai l'impression que j'ai fait une erreur de calcul quand je me suis dit que ça ne marchait pas et qu'en fait ça marcherait, auquel cas on pourrait faire la démonstration directe sans trop de terre. Donc je suis en train de vérifier que je ne me plante pas, hein, c'est tout ce que je suis en train de vérifier. Alors, le dxij sur, quand j'applique la dérivée là, ça fait un delta jk, bjk delta jk, ça fait la divergence. Donc la divergence, c'est celui-là se vire, et ce qu'il vous reste, c'est moins l'intégrale, ah oui, si, c'est ça, moins l'intégrale de bjk, xk, des phi sur des xij. Donc en d'autres termes, pour avoir l'estimation BV, d sur dt de l'intégrale de w phi est majoré par quoi? Par cet objet-là. Évidemment, on aimerait faire apparaître du xij là. Donc ce qui est très tentant de prendre, c'est de prendre un phi de la norme euclidienne de xi. C'est un phi qui se localise, donc c'est plutôt, si ça c'est la norme de xi, c'est plutôt quelque chose qu'on a envie d'écrire comme ça. Donc je peux penser que phi prime de z est négatif. OK? Et puis il décroît suffisamment vite à l'infini en 1 sur z à la puissance m pour m plus grand que la dimension, de façon à ce que ça soit intégrable. Bon. Alors là maintenant, on dit que c'est inférieur que ceci, et donc en fait égal à bjk xij. Maintenant, c'est xk, xij divisé par xi, par la norme de xi, fois phi prime de xi. Et ça, phi prime de xi, c'est négatif ou nul. Et j'ai un signe, oui c'est ça.
Ça, c'est essentiellement, et puis j'ai mon W, pardon. Donc, ça, c'est majoré, comme il y a le signe moins. Les BJK, XJK, ils sont supérieurs à moins C0. Comme je multiplie par quelque chose de négatif, ça fait inférieur à C0 fois xi, phi prime de xi, avec une valeur absolue, fois W. Et puis ça se majore par C fois intégrale de phi. Donc autant pour moi, en fait, la démonstration de Krylov permet de traiter d'un coup le premier ordre et le deuxième ordre. Je fais une erreur de signe en gratouillant sur un bout de papier. Parce qu'en fait, je n'avais jamais regardé ça et vérifié ça. Je me disais, ça doit bien marcher. Et quand même, je me suis posé cette question-là. Bon, en tout cas, donc, voilà une démonstration un peu plus élégante. Voilà deux démonstrations qui nous assurent que l'estimation BV, et ce n'était pas gagné d'avance, que l'estimation BV, et c'est assez marrant de voir qu'on ne retrouve pas exactement les mêmes termes que ce qu'on a fait, hein, le jeu entre divergences, etc. On se sert de tous ces signes, mais bon, pas de la même manière. OK. En tout cas, nous voilà pleinement rassurés. L'estimation BV fonctionne dans le cadre, hein, je me suis donné comme mission de toujours être capable de faire des extensions, ne serait-ce que pour pouvoir faire des régularisations elliptiques, etc. Et ça marche très bien. Alors, je vais maintenant citer un résultat d'existence, mais donc c'est vraiment à la bouchue, James et Mancini, puisqu'ils se servent de la notion de dualité, on n'a pas le choix, on ne sait pas écrire d'équation. Mais ils ont une notion que je trouve trop compliquée de la solution de 1, donc on change un peu la notion, mais autrement, ça ne change pas grand-chose. C'est évidemment la même solution, puisque ça se vérifie d'ailleurs directement, mais c'est l'unicité de la limite par régularisation. Alors, deuxième étape, c'est le théorème d'existence. C'est qu'il existe un unique flot pour deux solutions duales continue dans CT de LP. Bon, je n'écris pas les modifications dans l'infini. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe une unique solution de dualité, que ça définit un flot linéaire qui est contenu dans CT de LP, disons dans le cas autonome, un semi-groupe, et que et qu'on a une estimation LP, c'est-à-dire que la solution à l'instant T en norme LP est majorée par e puissance C0T fois la condition initiale. De plus, F appartient... Alors, la continuité en temps de la valeur dans BV, on ne l'a pas. Dans L infini en temps, alors c'est toujours des temps bornés parce qu'il y a des croissances exponentielles hein, dans BV. Et il y a, donc la deuxième étape, c'est le théorème essentiel. Hein. Ce n'est pas la fin, il y aura un autre théorème. Et il y a convergence dans CT de LP de toutes les régularisations.
que ce soit B, que ce soit un moins epsilon laplacien, etc. Enfin, quand je dis toutes, c'est toutes les régularisations raisonnables. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire là-dessus? Non. Donc ça, c'est le résultat essentiel qui sera complété dans un instant par l'équation différentielle ordinaire associée à ce terme de transport. Donc j'isole ce truc-là parce que ça, c'est comme dans Bouchu, James et Mancini, puis je vais rajouter des choses. C'est un flot. En quel sens? C'est un flot réciproque du flot classique associé au cadre semi-monotone, etc., etc. Donc il y aura l'aspect équadif, et ça précisera aussi, quand on aura compris et identifié un unique flot presque partout pour le signe moins, ça nous dira la solution duale, comment elle est construite. Ce sera simplement les valeurs de la condition initiale qui sont transportées par le flot. Donc ce sera beaucoup plus constructif, modulo un théorème dans lequel cette étape va jouer un rôle, théorème sur les équations différentielles ordinaires. Bon. Et puis on ne peut pas avoir une unicité pour le quadif autre que presque partout. Je vous ai donné les exemples. On renverse la concentration, c'est donc de la détente, et signe de x en dimension 1 pour B. Du côté positif, les solutions partent à droite, et du côté négatif, elles partent à gauche, et en 0, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Rester, partir à droite, partir à gauche, rester un moment, puis partir. Enfin, vous avez un continuum de solutions qui sont qui montrent bien que la bonne unicité, c'est au sens presque partout. Bon, en dimension 1, on verra par la suite qu'il n'y a qu'un point dans l'exemple du signe x, et en fait, il y a unicité, sauf sur un ensemble dénombrable. Et il y aura des résultats avec la dernière extension dont je parlerai, qui est où on remplace la semi-monotonie par une semi-monotonie par rapport à chacune des variables, pour chacune des composantes de B. Alors, et là, on aura aussi un résultat d'unicité beaucoup plus fort. Alors, quoi qu'il en soit, on a fait pratiquement tout le boulot. Pour l'unicité, on l'a déjà. Pour l'existence d'un machin qui soit continu dans LP, et qui soit dans l'infini dans BV, et qui est convergence, tout ça, ça vient de la régularisation. Donc on prend Bn, dun sur dt, plus, comme on a des estimations LP, on peut même régulariser la condition initiale, au sens de moins Bn gradient un. Donc Bn, un0 régulier, donc vous pouvez, ce qui entraîne que un est régulier. Et donc, par exemple, mais vous avez la même chose si vous prenez moins epsilon laplacien, identique. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a bien entendu des estimations à LP. Je prends P compris entre 1 et l'infini, et puis même strictement compris entre 1 et l'infini. L1, vous pouvez le récupérer en passant à la limite quand P tend vers 1. Ça ne pose aucun problème, il y a des estimations. Et donc, je vais quand même dire ça aussi, U est solution renormalisée. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, donc je commence par ça, c'est que bien entendu, vous pouvez faire un changement de variable pour un bêta de un, une fonction quelconque. Donc solution renormalisée, comme je l'ai expliqué en début du cours, ça ne veut simplement rien dire d'autre que vous avez le droit de faire des changements de variables. Et ça
C'est trivial et ça vous dit que, bien entendu, il y a caché derrière une représentation. Puisque quand vous regardez l'évolution de U, ce n'est pas les valeurs de U qui comptent, hein. On peut les changer comme on veut par un bêta. Parce que ça veut dire que le seul truc qu'il y a derrière, c'est l'équation différentielle ordinaire. Bon, donc lorsqu'on associe, oui, on voit que la seule question pour l'existence, c'est en fait la question de la convergence. Est-ce que si on a convergence dans cette zéroté dans LP, tout est fini. Et même quand je parle de convergence, ça voudrait dire qu'il y a une unique limite, c'est si compacités dans cette zéroté dans LP, tout le reste s'ensuit. Tout le reste s'ensuit, puisqu'évidemment, vous avez par une sous-suite convergence vers quelque chose dans ces zérotés dans LP. Vous avez toutes les propriétés que j'ai citées là. La question est de savoir pourquoi est-ce une solution duale quand vous passez à la limite. Alors, ça, vous le faites au niveau de la... Vous le faites au niveau des approximations. Vous écrivez que UNT F0... Bon, là, vous pouvez même prendre un F0 régulier, ça n'a aucune espèce d'importance, égale intégrale de UNS Fn de T moins S. Et c'est pour ça que j'insiste sur le TS, parce que sinon on aurait même besoin de rien faire. Là, quand vous écrivez ceci, ici, vous avez la convergence de Fn, mais la convergence faible. Hein, ce n'est pas connu, sauf en dimension 1, s'il y a convergence forte. Mais ce n'est pas grave, parce que si on a démontré la convergence forte sur l'UN, on peut passer à la limite. Et ici, il y a zéro problème pour passer à la limite. Donc de récupérer de la compacité dans cette zéroté de LP permet de démontrer que toute valeur d'adhérence, toute limite de sous-suite est une solution duale, il y a unicité, et donc c'est la seule solution. Et toute la suite converge, et tout ceci s'ensuit. Donc la moralité, c'est que par régularisation, tout sera démontré, pourvu que l'on démontre, c'est ça l'information cruciale, c'est évidemment la compacité dans cette zéroté dans LP. Alors, par densité, hein, puisque à la limite, on récupère un flot continu dans LP, et que toutes les estimations sont uniformes, on a un Fn de t dans LP, Fn de t, un Un de t dans LP qui est majoré par une même constante, hein, et puissance est 0t, un U0 dans LP. Je l'ai déjà expliqué, je n'y reviens pas. Ça veut dire que démontrer quelque chose comme ça, par densité, on peut supposer, il suffit de supposer qu'on prend des U0 qui sont denses dans LP. Donc U0 régulier suffit, en particulier BV. Donc pour la compacité dans cette zéroté dans LP, il suffit de regarder le cas régulier. Alors où est-ce qu'on en est ? On sait que UN est borné, c'est cette estimation précédente, dans L infini en temps à valeur dans LP, quel que soit P, enfin pour ce LP-là, et comme U0 est régulier, c'est même vraiment quel que soit P, mais peu importe. Donc il est borné dans L infini. Hein. Allez. Et puis, on a une estimation BV uniforme. OK ? C'est la première information.
est-ce qu'on a une estimation sur DUN sur DT en temps? Parce que là, on a la compacité en espace avec le BV. Qu'est-ce qui se passe en temps? Alors, il faut regarder l'équation. Donc, DUN sur DT, j'ai déjà expliqué qu'on pouvait le réécrire comme divergence de BN-UN. Il n'y avait pas de N, mais c'est évidemment la même formule. Moins divergence de BN fois UN. Ça, c'est borné dans L1. Et ça converge faiblement au sens des mesures vers la divergence de B. Ça, c'est borné dans L infini. Donc ceci, c'est borné dans L1. Donc ça, c'est du L infini de L1. Ici, B est borné dans L infini. U est borné dans L infini. Donc ce que vous avez, c'est ici, c'est des L infini de W moins L infini. Bon. Et ça vous donne la compacité en temps. Alors, il suffit d'avoir un peu de marge avec un espace qui est compact dans celui-ci, et ça entraîne que vous avez la compacité. J'ai déjà manipulé très souvent des LM comme ceci de compacité dans les fonctions continues en temps à valeur dans L1. Je ne me fatigue pas. Je ne peux pas dire immédiatement tous les BV, parce que BV ne s'injecte pas de manière compacte dans tous les LP. Mais ça suffit. Parce que si vous avez compacité dans CT de L1 et que vous avez une borne dans L infini en T et X, ça entraîne la compacité dans CT de LP. Bon, alors ça sont des lemmes de compacité qui sont vraiment pas très, très compliqués. J'en ai déjà mentionné plusieurs et je ne vais pas m'attarder sur cet aspect technique. Comme j'avais fait dans mon bouquin de tome 2 en mécanique des fluides, les versions... En fait, je vous ai donné un théorème qui est même légèrement... La semaine dernière, j'ai fait une variante qui est un peu plus délicate, mais alors celui-là, il tombe en plein et on s'en tire toujours très bien en faisant une demi-régularisation par rapport à l'une des variables et on se ramène à des résultats classiques. Oui. Là, on suppose que divergence de B est dans L1. Pardon, que? Là, tu as supposé que divergence de BN est dans L1. Le BN est régulier et divergence de BN, c'est les bonnes régularisations. Donc, je vous ai cité la régularisation. J'aurais dû dire B epsilon, ça aurait été moins. On aurait tout de suite pensé à B étoile rho epsilon. Et tu vois que divergence de B epsilon, c'est divergence de B étoile rho epsilon. Et que ça, c'est une mesure bornée, et que donc la norme L1 de ceci est majorée par la norme au sens des mesures de la divergence de B. Donc c'est ce qui est normal. Donc quand je dis de toute la régularisation, c'est de toute la régularisation qui ont les propriétés de convergence dans LP, de bornitude dans L infini, de convergence dans LP, de constante uniforme, que ce soit pour la divergence ou pour les CN. C'est que toutes les propriétés de B sont vraies uniformément en epsilon. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. On a une équation avec un d sur dt. On ne sait pas vraiment la définir parce qu'on est limite. Vous voyez que le problème, c'est de définir divergence de b fois u. Donc il y a quand même, ça donne une estimation, parce que formellement, c'est une mesure bornée, mais à part que je ne sais pas lui donner, je ne sais pas dire ce que ça vaut. Mais ce n'est pas très grave. Et en tout cas, grâce à la dualité. Alors, l'ambiguïté de définir la notion de solution est évidemment complètement liée au fait que des solutions distributionnelles pour ceci ne sont pas uniques.
il n'y a pas unicité, comme je l'ai déjà souvent dit, des solutions conservatives dans l'infini. Et il ne suffit pas de dire je prends des solutions qui soient renormalisables au sens la valeur absolue est encore une solution. Il n'y a pas unicité parmi les solutions positives au sens de distribution. Donc là, il n'y a rien à faire. Il faut absolument faire le tri. Et le tri, c'est par dualité, c'est la difficulté d'écrire la notion de solution sur le problème dual. Donc les deux difficultés sont intrinsèquement liées. Alors la troisième étape, et j'en arrive au bout de ce cours, enfin de cette partie-là du cours, avant d'attaquer la dernière partie sur encore un autre cas de figure dans BV ou dans du similé BV. Pour des champs de vecteurs. Alors, troisième étape, ça sera les équations différentielles ordinaires associées. De quelle équation différentielle ordinaire on parle? Bien entendu, on parle de, formellement, on aimerait résoudre x point égale b de x, donc b monotone ou semi-monotone, avec un x de 0 et de x égale petit x. Même chose, on peut avoir une dépendance en t, auquel cas il faut aller de temps. On démarre à l'instant s et on résout à l'instant t. Bon. Alors, bon, je vais faire la démonstration et puis le théorème s'en suivra. Comment a-t-on construit, pour l'équation de transport, des solutions? En régularisant. Maintenant, on va faire la même chose. Si vous écrivez x epsilon, bon, je vais le faire là, parce que ça fait partie d'un résultat. Le b epsilon est régulier, vous avez un unique flow classique, régulier, tout est vrai. Et je vais le noter avec des barres, parce que le bar est la notation qui se rapproche le plus du moins 1. Hein, le moins, c'est une barre. Et puisque, évidemment, dans un cas régulier, de résoudre ceci en temps positif, ça correspond à résoudre l'autre équation, c'est-à-dire avec le signe moins, en temps négatif. On a un flot sur R tout entier. Donc l'inverse de la solution de ceci, c'est la solution avec le signe moins. Et là, sans les barres, on a des flots avec le signe plus. Donc j'ai un x bar epsilon qui est le x epsilon moins 1. X epsilon, c'est sans les barres, c'est la solution avec le signe moins. Alors quand on n'est pas dans le cadre autonome, ben vous changez les S et les T. C'est tellement plus facile d'écrire les choses dans le cas autonome. Mais l'idée reste la même. Alors, rappelez-vous de cette remarque, c'est que x bar epsilon est solution de l'équation 2. Hein, ça, c'est différence du point de vue lagrangien et eulérien. Donc ça, je l'ai expliqué, je crois, lors du premier cours, hein, sur les équations. Et en fait, on se servait de ça avec Ron-Dipona. Hein. Quand on sait faire quelque chose par régularisation sur les équations de transport, eh bien, cela entraîne, avec une condition initiale qui est parfaite, puisque c'est la fonction... Donc ça, c'est une fonction vectorielle, mais en t égale à 0. Vous prenez la ième coordonnée, ça vaut xi.
Bien. Et donc, vous en déduisez le fait que vous ayez cette équation, ça entraîne l'étape 2, que les x bar epsilon convergent uniformément dans CT de LP. C'est dans LP loc, hein, parce que x, c'est pas borné, mais bon. La localisation, comme le B est dans L infini ou à croissance au plus linéaire, localisé ne pose zéro problème. Donc, converge, je vais ignorer les locs. Pensez tort périodique. Mais bon, ça c'est vraiment un détail. OK, qui est... Allez, je vais mettre un loc parce que comme je vais écrire L infini Tx loc, qui va être continu à valeur dans LP loc, et qui va être aussi dans L infini en temps à valeur dans BV. Alors, je sais que ça converge. Je n'ai pas encore dit qu'est-ce que ça vérifiait. En tout cas, ce qui est certain, donc ça je l'ai démontré, ça converge vers un truc, qui est une solution de l'équation de transport. Hein, ça résout, en termes de solution duale, je vais l'écrire, solution duale, de dx bar sur dt, moins b gradient x de x bar égale à 0. Bien entendu, x bar i en t égale à 0 est égal à x. Bien. Je n'ai pas encore dit que ça résolvait l'équation différentielle ordinaire. C'est le cas, mais il y a un tout petit truc auquel il faut faire attention. Auparavant, si je prends des solutions du problème régularisé, vous mettez des n partout dans l'équation 2. C'est ce dont je me suis servi pour construire une solution. Eh bien, vous savez que un est donné par un u0 de x bar n de x et de t. Si x bar n converge presque partout vers x bar, pensez u0 régulier par densité, ça suffit, cela veut bien dire que ça tend vers u0 de x bar, où x bar est cet objet-là. Et donc, ça veut dire que les solutions duales dont je parlais sont précisément données par u0 de x bar. Cela veut aussi dire que comme l'intégrale de u0 de x bar est majorée par l'intégrale de u0, eh bien, vous en déduisez donc que non seulement les solutions duales du problème 2 sont définies par u0 de x bar, mais que x bar a la propriété que la mesure que x bar t appartienne à A, vous prenez la fonction indicatrice de A ici, la mesure que xt appartient à A se majeure par e puissance ct fois la mesure de A. En d'autres termes, x bar t ne reste pas, ne s'agglutine pas dans un ensemble de mesures nulles. C'est normal puisque un champ de vecteurs semi-monotone, il comprime. Donc lui, il a tendance à amener tous les points les uns après les autres. L'autre, au contraire, il est expansif. Donc, étant donné un ensemble A, il y a beaucoup moins de chances que xt soit dans A plutôt que par rapport au volume de A. C'est juste cette estimation. L'estimation L1. Et donc ça, c'est très agréable pour un flot presque partout. Et
Et les solutions duales de 2 sont données par U égale U0 de x bar de x et de t. Alors, il n'y a pas de souci, hein, j'ai le droit de parler de ceci, parce que même si U0 n'est que dans L1, j'ai le droit de faire cette composition, puisque U0 n'est défini qu'à un ensemble presque partout près, mais x bar ne voit pas, les valeurs de x bar ne voient pas cet ensemble de mesures nulles. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans la définition de cette composition. Donc, c'est vraiment les flots presque partout, comme on les avait baptisés avec Ron. Et on a exactement les mêmes propriétés, à part que là, on a un semi-flow, hein, dans le sens où ça va en T positif, puisque en T négatif, c'est plutôt l'autre côté. Alors justement, décomposons bien le T positif et le T négatif, c'est-à-dire la partie en X, T négatif, et la partie X bar en T positif, en se demandant, est-ce que j'ai des relations d'inversion? Donc, au niveau des régularisations, vous avez que le xn de xn bar de t et de x, ça vaut x. Mais vous avez aussi que x bar n de t et de xn de t et de x vaut x, et ça, c'est quel que soit x et t. Est-ce que j'ai une de ces relations qui subsiste quand je fais tendre n vers l'infini? Ou les deux, peut-être. Si je vous ai dit ça, c'est qu'il n'y en a qu'une qui subsiste. Pourquoi? Parce que le xn converge uniformément vers u, vers x bar, vers x. Donc ça se passe bien. Mais le x bar n, il converge que, disons, presque partout dans LP. Et xn, il a tendance à concentrer. OK? Ça, c'est un vrai problème. En fait, c'est faux. Je vais vous donner un exemple. C'est simplement faux. Parce que fondamentalement, quand xn va sur un point de concentration et que le xn bar, il n'est pas défini en ce point-là. Le x bar, il n'est pas défini en ce point-là. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Et ça peut se passer pour beaucoup de x, parce qu'il y a beaucoup de x qui peuvent se retrouver dans un point de concentration. En revanche, le premier, lui, il ne pose aucun problème. Parce que là, vous avez une convergence dans Ct de Lp, en particulier, à des sous-suites près, presque partout en Tx. Et que le xn de t et de y, il converge uniformément vers le x de t et de y. On a déjà vu ça. Hein, grâce aux solutions de viscosité, ce n'était pas totalement gagné d'avance. Et donc, là, en revanche, vous n'avez aucun problème pour passer à la limite, et vous en déduisez que x de t et de x bar de t et de x est égal à x, alors, quel que soit t, presque partout en x. Parce que vous avez des fonctions continues en temps, donc vous avez le droit de dire que cette égalité est vraie, quel que soit t, et cette identité des fonctions du temps est, elle, vraie presque partout. C'est un peu plus fort que presque partout en x, quel que soit t. Donc, juste un petit passage à la limite sur la régularisation. Et donc là, on est quand même dans une situation où la solution duale, la bonne solution du problème dual est donnée à travers cet objet-là qui a une certaine unicité, puisque c'est la limite de toutes les régularisations. Est-ce qu'on peut le régulariser? Et en quel sens est-ce qu'on peut donner un sens à l'unicité du flot? Mais auparavant, sait-on que ça résout l'équation? L'équation, c'est la même
idée que et on a et x bar point est égal à b de x bar. Typiquement au sens des distributions. Bah, vous passez à la limite dans dx bar t, avec un n, moins bn de x bar n. Le bn converge dans LP, quel que soit P, presque partout, si vous voulez, vers B. Le x bar n converge presque partout dans LP vers x bar. Et vous avez le droit de combiner ces deux convergences parce que l'estimation qui est ici, à savoir que xn, x bar nt appartient à l'ensemble A, est majorée par une même constante, e puissance ct fois 1. Donc, bon, je ne sais pas, pensez à Egorov, hein, vous avez la convergence uniforme, mais même, ce n'est pas la peine, je veux dire, les valeurs dans un ensemble petit ne comptent pas. Donc là, vous pouvez passer, et ça c'était déjà expliqué en détail dans notre article avec Rodney Perna, donc vous pouvez passer à la limite, et vous avez que dx par n sur dt est égal à bn de xn. Vous avez est égal à b de x bar. Donc vous savez définir cet objet-là. Mais en fait, cet objet-là, il est continu. Donc ça, c'est au sens des distributions. Hein. Mais cet objet-là, il est continu en temps à valeur dans LP. D'accord ? Donc en fait, le x bar, ce n'est rien d'autre qu'une solution de l'équation de transport. Et donc, en fait, ce que vous avez, c'est que U est dans C1 en temps, à valeur dans LP. Alors, si vous vouliez écrire l'équation, et c'est possible, donc tout ça, c'est vraiment dans l'article avec Rodney Perna, si vous voulez écrire cette équation, il faut renverser. J'essaie de me souvenir ce qu'on faisait. Ah oui. Donc le B de x bar, il est aussi dans LP, LP en x de LP en temps. Ce qui veut dire que x bar, comme x bar point, c'est B de x bar au sens distribution, il appartient à LP en x à valeur dans W1P en temps. Donc cela veut dire que presque partout en x, vous avez le droit d'écrire que x de t de x est égal à petit x plus l'intégrale de 0 à b de petit x de s et de x. Et ainsi de suite. En fait, on peut même montrer que presque partout en x, grand x est C1 et écrire l'équation. Mais tout ça, c'est confère à Diperna et ce qu'on avait fait avec Diperna. Donc je le mets entre crochets. C'est en quelle notion l'équation différentielle ordinaire a lieu. Donc on a bien un flot presque partout qui génère les solutions de l'équation de transport, ce qui est une manière de construire les solutions, sans passer par la notion de solution duale, grâce au flot. Et donc, si on veut raisonner de manière intrinsèque, on se pose la question de quelle unicité, quelles sont les conditions d'unicité pour avoir le flot, quelles sont les conditions
sur le flot pour assurer l'unicité. Alors on va garder le fait que ce soit un flot presque partout. OK? Donc, au sens, un truc qui est continu en temps à valeur dans LP, etc., avec l'équation qui est vérifiée, par exemple, au sens des distributions. Après, c'est un travail standard ou cette formulation-là. Donc ça, je n'en parle pas. Dans ce qu'on faisait avec Randy Perna, on disait, pour avoir l'unicité, il faut que le flot transporte la mesure de Lebesgue en des mesures qui sont équivalentes à la mesure de Lebesgue. Et ça, c'était la condition de divergence bornée. Là, on a cette propriété, donc on a envie de la rajouter dans l'unicité, mais ce n'est pas celle-là que je vais rajouter. La deuxième condition que je vais rajouter, c'est que ça soit un inverse à droite du flot avec l'autre signe. Et donc le dernier théorème de cette partie du cours, ça veut dire qu'il existe un unique flot qui vérifie ces deux propriétés. En fait, la propriété 2i entraîne la propriété sur la propagation de la mesure de Lebesgue. Alors, je vais faire des démonstrations de ceci. Et donc, vous voyez que là, il y a un changement pas totalement inintéressant, un changement de point de vue. C'est qu'on a un flot qui est très bon. On veut prendre le flot rétrograde, qui, lui, ne peut pas être très bon, mais qui, lui, va être expansif. Donc, il va être bon du point de vue de la mesure de Lebesgue, alors que le flot direct, lui, était très mauvais pour la mesure de Lebesgue, puisqu'il concentrait, éventuellement en temps fini, mais était super stable, ce qui permettait d'avoir des résultats d'unicité. Donc, l'aspect purement classique et LP se retrouvent en miroir l'un de l'autre dans ce cas-là. Alors, avant de passer à ces démonstrations, j'avais dit attention, l'autre inversion n'est pas forcément possible. Alors, ouais, toujours la même chose, en dimension 1, b de x égale sin de x. Le flot sans les barres, c'est-à-dire celui avec lequel on a commencé, c'est x moins t si t est inférieur ou égal à x. Et lorsque c'est x négatif, c'est moins x plus t. Donc, moins x plus t, si t est inférieur ou égal à x, moins x plus t, et donc je me demande si ce n'est pas ceci. Non, c'est complètement idiot ça. Allez. Donc, x moins t, si x est supérieur ou égal à t, 0 si x en valeur absolue est inférieur à t, et moins x plus t si x est inférieur à moins t. Donc, parfaitement défini, un flot lipschitzien, pas mieux que lipschitzien puisqu'on a le signe.
Alors, x bar, quel est-il? Quand on part de x positif, le signe vaut 1, donc on devient encore plus positif. Donc le x bar, il est complètement trivial. C'est x plus t si x est positif. Et c'est x plus t si x est inférieur à moins t. Ça reste négatif. Et donc là, je pars de x moins x plus t, et donc c'est x moins t si x est négatif, bien sûr. Et en 0, il n'est pas défini le flow. Parce que vous partez de x égale à 0, la vitesse instantanée, c'est 0. Donc vous pouvez partir en disant c'est t, la solution, et effectivement, ça démarre de 0, et ça résout bien les quadifs pour les t strictement positifs. Vous pouvez dire que le t, que c'est moins t. Vous avez tous les choix, il n'y a pas d'unicité de flow définie partout. Voilà, donc ça c'est clair. Maintenant, la condition x bar rond x, est-ce que c'est l'identité? Ça n'a juste pas de sens. Parce que vous voyez que pour tout l'intervalle, prenez temps 1, sur l'intervalle moins 1 plus 1, grand x, ça vaut 0. Et x bar, il n'est pas défini en 0. Donc ça n'a pas de sens. Donc ça n'a aucun sens de parler de cette... Alors, ce qui est vrai en dimension 1, et ça sera vrai dans les cas plus généraux que je regardais, c'est que il y a derrière le x bar, il y a en fait deux sélections, une maximale, une minimale, qui coïncident presque partout. Et l'invertibilité, elle, a un sens avec les maximales et les minimales de manière comparée. Bon, je n'en dis pas plus là-dessus, on reverra ça après en janvier. Alors, conclure. L'unicité. Pour avoir l'unicité, il suffit de vérifier que U0 de x bar, avec un U0 régulier, est solution duale. Chaque fois que je prends un flow comme ceci, est-ce que U0 de x bar est une solution duale? Alors ça fait bien un truc. Et bon, voilà. Une fois que j'ai ceci, c'est fini. Donc je vais le faire entre 0 et t pour éviter de mélanger les pinceaux. Je prendrai s égale à 0. Ça ne changera rigoureusement rien, vous allez voir au raisonnement. Et donc, je regarde quoi? Je regarde U0 de x bar de t et de x, OK, fois, ça c'est mon U de t, et je multiplie par f0 de petit x dx. Ce que j'ai envie de faire, c'est un changement de variable. J'ai envie de poser ceci égale y. Et donc, ce qui rend le changement de variable tout à fait licite, et il y a des versions théorie de la mesure des changements de variables, donc là, il n'y a pas de souci. Mais il faut être sûr que l'inversion ait un sens. Et lorsque j'écris ceci, la formule qui est au-dessus me dit que x de t et de y est égal à petit x. Donc ceci, par les changements de variables généraux, c'est l'intégrale de u0 de y. Le f0 de x, c'est un f0 de grand x de t et de x. Et le dx, qu'est-ce que c'est?
LDX, j'ai le droit d'en parler parce que là, j'ai un jacobien. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de faire ce changement de variable. En fait, il faut le présenter un tout petit peu à l'envers, mais l'identité ne pose pas de problème. C'est exactement ce qu'on a appelé J de x et de t dx. Et ça, c'est la solution choisie pour le problème de transport. Donc la formule d'inversion me dit tout de suite, il n'y a rien à faire, que c'est une solution duale. C'est fait pour. Donc c'est pour ça qu'elle était importante, cette formule-là. Et ça montre tout de suite l'unicité. Vous voyez que d'ailleurs, de manière un tout petit peu paradoxale, je n'ai même pas besoin de savoir que ça résout les quadifs. Le fait que ça résolve les quadifs, il est contenu là-dedans, formellement. Parce que x résout les quadifs, et donc implicitement, pour x bar, vous avez une équadif. Vous le voyez de toute façon dans ce calcul de dualité. Donc cette condition est très forte. Elle entraîne que c'est une solution duale, et donc elle entraîne même que ça résout ces équations. Ça entraîne que ça a cette propriété sur l'ensemble des mesures. Donc c'est une propriété très très forte. Elle caractérise complètement le flot généralisé. Et tout s'ensuit. Donc, au bout du chemin, on construit l'objet par lequel on aurait aimé pouvoir commencer. Parce qu'on construit ce flot-là. Ce flot-là permet de résoudre l'équation 1 et nous dit que les solutions duales sont exactement données par ceci. Donc, on est parti de cette formule. On a construit le U. Le U nous a permis de construire le X bar. Mais le X bar, si on l'a, on a tout ce qu'on a fait de manière beaucoup plus simple. Donc c'est un peu paradoxal, mais de manière beaucoup plus simple. Mais pour l'avoir, il faut se taper tout ce qu'on a fait. Donc il n'y a jamais unicité d'une démonstration. Donc vous voyez qu'au bout du bout, on a démontré 3 théorèmes. Le premier qui est sur cette équation-là, que j'ai rappelé ici. Le deuxième que j'ai divisé en 2 étapes, un énoncé qui est ici, et puis l'aspect EDO, et le fait que la solution est simplement donnée par ça. Donc vous voyez l'unicité. Il y a un changement de point de vue par rapport à ce qu'on faisait avec Ron. On démontre que c'est la solution duale en se servant d'un changement de variable, c'est une ligne de démonstration. Donc, alors que les résultats d'unicité étaient un peu plus compliqués à démontrer, pas beaucoup plus compliqués, mais l'unicité, en fait, découlait de l'unicité de l'équation de transport, et il fallait vérifier pourquoi un flot vérifiait l'équation de transport, et puis après, tout était bon. Voilà ce que je voulais faire dans ces cadres semi-monotones. J'ai démarré avec des choses qui étaient un peu dans le folklore, mais qui, à ma connaissance, n'avaient jamais été écrites précisément, ne serait-ce qu'en se servant des solutions de viscosité. Et puis, le temps renversé et tout un tas de remarques, d'extensions, et de variantes sur cet article intéressant de Bauchut, James et Mancini, avec en plus la volonté permanente de toujours rajouter, avoir des résultats qui marchent si on rajoute des équations de second ordre. Quand je vous ai annoncé, pour être tout à fait honnête, quand je vous ai annoncé lors du premier cours la partie que l'on vient de finir, je ne pensais pas que l'on puisse faire la même chose dans un cadre stochastique. Parce que j'avais naïvement dans la tête l'idée qu'on a un renversement du temps. Puis chemin faisant, je me suis rendu compte qu'en changeant un peu de point de vue,
on s'en tirait très bien. Bon, alors je ne vais pas aller moins 10, je ne vais pas commencer la dernière partie du cours maintenant. Simplement vous indiquer ce que l'on va faire dans les 2 ou 3 séances. J'aimerais conclure en 2 séances et faire un petit coup de problème non linéaire à la MFG lié à ce que l'on va faire sur les équations différentielles ordinaires. Mais on verra bien. J'ai toujours tendance à rajouter du matériel que je découvre au fur et à mesure, donc c'est pas gagné. Alors, on va regarder des choses tout à fait semblables. Hein. Donc, on va regarder des x points égale b de x. Et là, je vais commencer par le point de vue équadif. On va le faire avec des équadifs, et puis après, on va traduire ça en 2DP. Donc, on a un champ de vecteurs qui va de RD dans RD, et on va se servir de l'ordre partiel de RD dans RD, puisqu'on va demander à ce que chacune des composantes de BI soit une fonction croissante. Bon, à une constante près, hein, on a le droit de rajouter plus c fois xi, ou semi-croissante, ça on définira ça, par rapport à chacun des xj. Donc ça, c'est vraiment l'ordre partiel dans RD. Hein, on compare 2 points si toutes les coordonnées sont comparables. Et c'est vraiment de dire que B préserve l'ordre partiel. B de x est supérieur ou égal à B de y si x est supérieur ou égal à y. C'est une autre, c'est la monotonie aussi, mais ce n'est pas la même monotonie. Alors ça entraîne BV et il y a essentiellement 0 rapport avec la monotonie classique, sauf en dimension 1, où c'est la même chose. Donc c'est la même chose en dimension 1, et puis c'est assez différent en dimension supérieure. Et là, grosso modo, ce qu'on va voir, c'est qu'il existe un unique flow presque partout dans ce cas-là, et on sait résoudre les équadifs, les équations dérivées partielles, et on sait surtout caractériser les solutions. Parce que, voyez là, hein, on a dit, voilà la solution, mais en quoi est-ce caractéristique? Alors, évidemment, je répondrai à la question en dimension 1, puisqu'en dimension 1, c'est la même chose. C'est qu'est-ce qui caractérise la solution? Là, on aura une caractérisation des solutions. Donc, c'est ça qui va m'occuper. Il restera 3 séances en janvier. Certainement plus de 2 séances, peut-être les 3 en entière. J'espère, en tout cas, juste finir. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances. Et à très bientôt. Profitez-en pour dormir, pour certains. Ça fera du bien de dormir un peu, de récupérer. Et puis, meilleurs vœux pour la nouvelle année.